Bonsoir à tous et à toutes et merci de votre fidélité à votre magazine de santé et de bien-être Lafia. Ce soir, avec les spécialistes, nous allons lever le voile sur une maladie dont les victimes et leurs proches évitent souvent d'en parler. Je veux parler clairement du cancer de la prostate. Nous espérons qu'à l'issue de ce numéro de Lafia, vous serez plus apte à aller vers les professionnels et surtout à temps pour vous faire dépister et traiter le cancer de la prostate. Avant tout propos, je vous propose le micro-trottoir que voici. Le cancer de la prostate, c'est une maladie qui est d'actualité et selon les statistiques, c'est l'un des cancers les plus répandus au Burkina Faso. Notamment, c'est le premier cancer chez l'homme au Burkina Faso. Il y a des causes qui sont naturelles, notamment la vieillesse. Voilà, maintenant, il y a également d'autres causes qu'on peut sur l'alimentation et puis le mode de vie. Ça se manifeste souvent par des difficultés à uriner. Voilà, il y a des douleurs. Le malade ressent des douleurs quand il a envie d'uriner. Et il y a une envie également impérieuse d'uriner. Ça veut dire que le patient a très souvent envie d'uriner. Voilà, maintenant, quand il veut uriner, ça fait très mal. Ça peut se manifester également. Et en dehors de l'appareil génital, on peut avoir des signes au niveau de l'organisme, notamment des douleurs et autres. Pour le cancer de la prostate, il y a des traitements qui sont médicamenteux. Maintenant, il y a des traitements également qui sont chirurgicaux, si diagnostiqués très tôt. Et comme toute maladie, ça a des complications. Sur les cancers, généralement, ça peut commencer dans un organe, mais ça peut se répertorier dans d'autres organes. Donc, on peut avoir des métastases au niveau d'autres organes dans l'organisme. Et quand ça devient comme ça devient très compliqué pour la prise en charge. Comme c'est un cancer, généralement, pour confirmer le diagnostic, il va falloir un examen anatomique ou pathologique. Je connais un peu vaguement la prostate, le cancer de la prostate. Je sais que j'ai lu, mais je crois que c'est les plus âgés qui ont cette maladie, ce que les gens disent. Mais elle existe très bien au Burkina Faso et les gens sont au courant. Les causes, je crois que c'est le vieillissement. Il y a le vieillissement qui est là. Et puis en plus, il y a des gens qui disent en souriant, en riant, que c'est ceux qui ont beaucoup de femmes qui ont ça. Mais moi, je ne pense pas. Je crois que les gens qui sont célibataires, mais qui peuvent avoir ça. C'est une maladie qui existe, elle est naturelle. Les complications de la maladie, c'est pourquoi on ne va pas se dépister et puis on te prend une prise en charge que ça peut se compliquer. Sinon, au début, si quelqu'un sait qu'il a cette maladie, je crois que c'est plus facile de soigner cette maladie. Elle n'est pas, c'est vrai qu'elle tue, mais ça a petit feu. Toi, même si tu ne sens pas ça, il faut aller te dépister. Quand tu atteins l'âge de 50 ans, je crois qu'il faut aller te dépister pour voir. Parce qu'il faut mieux vous prévenir que guérir. C'est là ce que les gens disent là. C'est une maladie qui se manifeste, pas qui se manifeste. Je ne sais pas qu'à un certain âge, si les garçons n'ont pas d'intimité et n'ont pas eu de rapport sexuel là, ça peut causer le cancer de prostate. Je sais qu'il y a un dépistage du cancer de prostate. Je conseille plutôt aux jeunes hommes de se faire dépister le plus tôt possible. Et s'il y a un traitement aussi, je demande à ceux qui sont contaminés, qui souffrent de la maladie de bien suivre le traitement. La prostate, à mon avis, c'est une maladie comme les autres, surtout qui s'attaque aux vieilles personnes qui ont l'âge avancé. Mais j'étais un peu étonné de voir une fois à l'hôpital et à Ouagadougou un enfant de 17 ans atteint de la prostate. Donc c'est là que j'ai compris que c'est une maladie grave, comme toutes les autres maladies. Ce que je sais sûrement, c'est que c'est une maladie des organes génitaux chez l'homme. Je ne sais pas si c'est mix, mais je pense que c'est chez l'homme uniquement. J'entends souvent parler que c'est l'excès de rapports sexuels qui envoie sur la mais reste à vérifier parce que je ne pense pas que ça soit uniquement ça. Disons, comme c'est au niveau des organes génitaux, il va sans dire que s'il y a complications,
et la personne peut perdre vraiment la virilité. Les causes, nous allions ça dans la nourriture. Parce que quand nous repartons vers nos grands-pères, on n'a pas tellement connu ça. Parce que des déficiences entre certaines valeurs nutritives font qu'on a la maladie. On arrive à vasculariser l'appareil uréno-génital et qu'on donne certains nutriments, on guérit même de la maladie. Ça, nous avons beaucoup de références pour ça. La preuve est qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui traitent très naturellement, le cancer de la prostate. Quand la personne cherche sa santé, il rentre dans la médecine occidentale et dans la médecine naturelle et même dans la nutrithérapie. Bon, certains arrivent à son stade, d'autres aussi sont obligés de passer par des formes d'ablation ou la mort. Voilà. Alors, si vous venez de nous prendre en marche, sachez que ce soir, nous parlons du cancer de la prostate. Alors, les spécialistes du jour à ma droite, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Dr Bourema Ouedraogo. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va bien chez vous? Oui, ça va bien. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à notre invitation. Je précise que Dr Bourema Ouedraogo est urologue au CHU de Tengango. Alors, à ma gauche, un habitué de la FIA. Tout à fait. C'est notre gériatre. Lui, c'est docteur Sylvain Ouedraogo. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Irène. Comment allez-vous? Je vais très bien. Merci. Alors, comment vont les personnes du troisième âge, nos papis, nos mamies? Ils vont de mieux en mieux. Avec cas, la sensibilisation, ça avance. En tout cas, beaucoup de courage, docteur. Merci. Et merci d'être avec nous. De rien. Alors, ceci dit, docteur Bourema, on parle du cancer de la prostate ce soir. Tout d'abord, qu'est-ce que la prostate? Quelle est son utilité pour la vie d'un homme? Merci. Je remercie True TV, bien sûr, pour l'émission qui rentre dans le cadre de la sensibilisation des patients. C'est vrai que la prostate, quand on parle de prostate, les gens ont tendance à croire que c'est une maladie. Alors que la prostate, c'est un organe que tous les hommes possèdent. Un homme qui n'a pas de prostate ne peut pas avoir d'enfant. C'est-à-dire que de façon physiologique, les sécrétions prostatiques interviennent dans le sperme, l'éjaculation du sperme qui sort, et une sécrétion prostatique qui intervient également. Donc essentiellement, c'est ça le rôle physiologique de la prostate. Maintenant, la prostate a une situation anatomique qui fait qui va expliquer les signes que le patient va présenter après. La prostate est située juste en bas de la vessie. Et elle est traversée par l'urètre. C'est-à-dire l'urètre, la vessie, c'est le réservoir de l'organisme. C'est là où les urines sont stockées. Maintenant, quand on a envie d'uriner, quand l'effort de poussée survient, ça passe par l'urètre pour sortir. Et au niveau de la prostate, il y a les vésicules, les canaux spermatiques qui viennent s'aboucher. Donc, on dit que c'est situé au carrefour des voies urinaires et des voies spermatiques. Donc, ça intervient à deux niveaux. C'est essentiellement ça, la prostate. Donc, la prostate, ce n'est pas une maladie, c'est un organe que tous les hommes possèdent. Une femme n'a pas de prostate. Et justement, il semblerait que c'est l'équivalent de l'utérus chez la femme. Oui, de façon embryologique, oui. Dans les mécanismes de développement, ce qui fait que, bien sûr que les pathologies un peu se rapprochent. Voilà. D'accord. Alors, une définition claire du cancer et pourquoi il est dangereux et très souvent pourquoi il tue. Oui. Quand on dit cancer, le cancer, que ce soit la prostate ou n'importe quel organe, c'est le même principe. C'est-à-dire que c'est à partir d'une cellule normale qui se transforme pour devenir anormale, qui se multiplie de façon anarchique. C'est ça le cancer. Donc, en fonction de là où c'est localisé, si c'est au niveau de la prostate, on dira le cancer de la prostate. Maintenant, le cancer, la difficulté du cancer, bien sûr, le cancer évolue en plusieurs phases. Donc, il y a la première phase où c'est localisé à la prostate. Il y a une phase où ça a légèrement dépassé la prostate. Il y a une autre phase où ça dépasse largement la prostate. Donc, en fonction de la situation, le traitement diffère. Donc, le cancer de la prostate est un cancer qui a une évolution qui est un peu lente. Voilà, ça n'évolue pas rapidement comme le cancer du col de l'utérus. Voilà, ça met du temps. Au bout de combien de temps? Le temps ne peut pas, mais on dit qu'un patient qui a un cancer de la prostate localisé, il faut attendre 10 ans pour que ça avance sérieusement. Voilà. Donc, c'est d'où l'important de faire des dépistages, des sensibilisations et des dépistages précoces qui nous permettent de faire un diagnostic à un moment où le cancer est toujours à la prostate. En ce moment, on peut faire un traitement et le patient sera guéri de son cancer. Okay, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, est-ce qu'on dispose de statistiques sur le nombre de personnes malades du cancer de la prostate chez nous? Au Burkina, on a des statistiques, mais on ne peut pas, c'est des données, bien sûr, qu'on a dans les hôpitaux.
Voilà. Et c'est le premier cancer en urologie, que ce soit à Yalagado, que ce soit à Tengado, que ce soit à Bobo ou à Waiguia. C'est le premier cancer qu'on a sur les pathologies urologiques. C'est le cancer de la prostate. Mais ces données-là, c'est des données hospitalières. Donc, on ne peut pas dire, extrapoler pour dire au niveau de la population combien de personnes sont atteintes du cancer de la prostate. Et c'est le premier cancer de l'homme dans le monde entier, le cancer de la prostate. Voilà. Je pensais que c'était plutôt lié à la race. Oui, non, quand on parle de la race, ça c'est les facteurs. C'est-à-dire qu'il y a des facteurs favorisants. C'est-à-dire qu'il y a des situations où, quand tu présentes ces facteurs, tu as plus de chances de développer le cancer. Donc, il y a la race noire. C'est-à-dire qu'on a remarqué que les sujets de peau noire faisaient plus de cancer que les sujets de peau blanche ou bien asiatique. Voilà. En dehors de la race, bien sûr, il y a d'autres facteurs. Il y a l'âge. Il y a d'abord l'âge. Donc, c'est un phénomène physiologique qui est là. Le cancer survient rarement avant 50 ans. Rarement. Si tu n'as pas de facteur de risque. C'est-à-dire l'âge que je suis en train de parler qui est le facteur de risque. Il y a la race qui est également. Et il y a des antécédents également dans la famille. Donc, dans une famille donnée, si une personne a eu à développer le cancer de la prostate, tu as plus de chances de développer le cancer de la prostate que quelqu'un où dans sa famille, il n'y a pas eu de cancer de la prostate. Donc, c'est des facteurs qui concourent pour la survenue d'un cancer de la prostate. Okay, merci, docteur, pour ces précisions, justement. Et ça m'amène à rebondir et je m'adresse à notre gériatre. J'allais demander pourquoi lit-on le cancer de prostate à la gériatrie? Parce que comme ce que le docteur Bourema vient de dire, en fait, étant donné que l'âge est un gros facteur, il va sans dire que lorsqu'on arrive en gériatrie, toutes les pathologies qui ont comme facteur prédisposant l'âge se retrouvent plus concentrées chez la personne âgée. C'est pour ça que chez la personne âgée, on va trouver beaucoup plus de cancers que dans les populations jeunes, parce que le cancer est un peu lié aussi à l'avance en âge. Voilà. Et quels sont les symptômes liés justement au cancer de la prostate? Les symptômes liés au cancer de la prostate, en tout cas nous en gériatrie, très souvent le problème du cancer de la prostate, c'est qu'il est silencieux. C'est ça. Il est silencieux, donc tant qu'il reste localisé, il ne va pas se faire sentir. La personne âgée va avoir peut-être des petits troubles urinaires, du style il a du mal à uriner, ou quand il veut aller pour uriner, il n'a pas le temps d'arriver aux toilettes qu'il s'est déjà mouillé. C'est des signes qu'on rencontre très souvent, qui font parfois la confusion avec une autre pathologie de la prostate qui n'est pas le cancer de la prostate, qu'on appelle l'hypertrophie bénigne de la prostate. C'est juste que la prostate, elle a gonflé un peu, elle s'est un peu indurée, donc c'est plus difficile à uriner. Et comme c'est quelque chose de très fréquent chez la personne âgée, malheureusement, on pense que c'est normal chez la personne âgée d'avoir du mal à uriner. Alors que lorsqu'elle commence à avoir du mal à uriner, il faut déjà aller essayer de voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que c'est quelque chose de bénin ou est-ce que c'est le début du cancer de la prostate? Sinon, lorsque le cancer commence à se manifester chez la personne âgée, généralement, elle commence à perdre du poids. C'est l'un des premiers signes qui va nous alerter. Il perd du poids, il refuse de manger et en posant les questions, on se rend compte qu'il avait des problèmes urinaires mais qui traînaient depuis longtemps. Mais on s'était dit non, c'est un truc de vieux, on va pas s'inquiéter trop. Et après, c'est des infections, etc., des complications qui vont venir par la suite. C'est généralement comme ça qu'on se rend compte du cancer de la prostate chez la personne âgée. Mais malheureusement, à ce stade-là, c'est généralement peut-être un peu tard pour la prise en charge. L'idéal, c'est de venir bien avant que le cancer ne se développe, parce qu'il y a des signes avant-coureurs qu'on peut retrouver. Docteur Bourema, un commentaire, des compléments? Oui, comme il a dit, bien sûr, parce que le cancer, j'ai voulu se situer en 3 situations. Quand c'est localisé, il a si bien dit, c'est asymptomatique, il n'y a pas de signe. Tu n'as pas de signe au départ. Maintenant, quand ça commence à évoluer, on a des signes. Ces signes peuvent être au niveau urinaire, comme ce qu'il a décrit. Ça peut être la difficulté pour uriner. Le patient, quand il part pour uriner, il met du temps avant d'uriner. Ou bien ça sort, il a une faiblesse du jet mictionnel. Ou bien quand il finit d'uriner, il pense qu'il y a encore des urines qui restent dans la vessie, ou ça tombe en goutte à goutte. Il peut, quand il a envie d'uriner aussi, il faut courir vite pour arriver aux toilettes, sinon tu perds les urines. Et la nuit aussi, le patient a tendance à élever plusieurs fois pour aller uriner. Ça, c'est des signes urologiques. Il peut également pisser du sang. En dehors de ça, il y a bien sûr, quand souvent, après les rapports sexuels au niveau du sperme, on peut remarquer qu'il y a des taches de sang au niveau du sperme. Ça aussi, ça fait partie des signes. Donc, il y a des signes maintenant qui sont extra-urologiques, qui peuvent toucher, ce qui est lié à l'évolution de la maladie.
Donc souvent, c'est des douleurs, surtout au niveau du dos. Et malheureusement, dans notre contexte, la plupart du temps, les malades viennent à ce niveau et ils ne viennent pas voir l'urologue au départ, c'est le gériatre ou bien le neurochirurgien qui, au cours des investigations, vont les renvoyer sur l'urologue. Voilà. Donc, c'est au niveau du dos où on peut avoir une jambe qui commence à augmenter de volume seule. Voilà, c'est des signes comme cela qu'on retrouve au niveau des cancers de la prostate. Voilà. Oui, justement, j'allais demander quels sont les facteurs de risque ou les personnes à risque au cancer de la prostate. Oui, bon, les facteurs de risque, on l'a déjà décrit. C'est l'âge, d'abord, qui est le premier facteur de risque, parce que c'est rare avant la cinquantaine, sans antécédent, bien sûr, de cancer de prostate au niveau de la famille. Et quand ça survient avant la cinquantaine, c'est souvent très agressif. Voilà. Donc, mais avant la cinquantaine, on a un jeune de 40 ans qui commence à présenter des problèmes quand il va pour uriner. Oui. Est-ce qu'on doit s'inquiéter, docteur? Ah, mais quand tu as des problèmes pour uriner, il faut aller consulter. Parce que ce n'est pas que la prostate. En faisant la description anatomique au niveau de l'obstruction sous-vésicale, j'ai décrit la prostate, il y a l'urètre, il y a la muqueuse vésicale aussi, et le col vésical. Voilà, il faut aller trouver le problème. Voilà. Mais chez nous, de façon pratique, on fait le dépistage systématique plus ou moins chez les sujets de plus de 45 ans. Voilà, parce qu'on a la peau noire, c'est un facteur de risque. Il y a l'âge qui est déjà, ça fait 2 facteurs de risque. Et si tu as des antécédents de cancer de prostate au niveau de la famille, ça fait 3 facteurs de risque. Voilà. Ils font que c'est essentiellement ces personnes qui sont des personnes à risque de développer le cancer de la prostate. Voilà. Alors, comment se fait le dépistage? Oui, le dépistage, ça tombe bien parce que quand on parle de dépistage, les patients ne comprennent pas. Tu vas avoir un patient qui dit que chaque année, il fait le dépistage. Et tu demandes où est son examen, ils te font sortir des échographies. Donc, depuis 4 années, il fait que des échographies, chaque année, il passe, c'est ça le dépistage. Non, le dépistage du cancer de la prostate, c'est 2. C'est examen clinique, on fait un toucher rectal. C'est-à-dire qu'on met le doigt à travers l'anus pour explorer la prostate. Ça, c'est clinique. Et paraclinique, c'est le taux de PSA. C'est la biologie, c'est un examen de sang qu'on prélève pour voir le PSA. C'est les 2 examens. Donc, normalement, c'est un sujet. Après 45 ans dans nos pays-là, il faut dépister, faire le PSA au moins chaque année. Donc, ça doit faire partie du bilan de santé annuel que les patients le font, sans problème. On doit ajouter le PSA total. Voilà. Maintenant, si le PSA, il y a des valeurs. On dit que c'est normal quand la valeur est inférieure ou égale à 4. Maintenant, quand ça dépasse 4, maintenant, c'est en ce moment qu'il faut aller voir, maintenant, faire d'autres examens plus poussés pour voir s'il y a un cancer ou pas. Voilà. Alors, vous avez parlé de toucher rectal. On le fait au Burkina Faso? Oui. Ça ne doit pas être évident. Combien d'hommes se présentent pour le toucher rectal? Alors, je ne sais pas si je réponds, mais... Parce on s'est promis de parler sans tabou aujourd'hui, voilà, pour vraiment rassurer en fait ceux qui nous regardent. Non, je pense que le malade ne viendra pas pour te dire qu'il vient pour un toucher rectal. Ils ne vont jamais venir pour ça. Ceux qui essaient de comprendre, qui suivent les émissions, ils viennent, après des émissions, il y a des malades qui sont venus pour faire le dépistage. Ils le viennent demain. Maintenant, toi, en tant que médecin, en l'examinant, tu vas faire un toucher rectal pour voir. Ce n'est pas le malade qui demande. Il ne va pas venir dire que je suis venu pour faire un toucher rectal. Ce n'est pas possible. C'est un examen clinique et le médecin qui le fait. Voilà. Donc, par rapport à ça, il faut rassurer en fait nos papas qui ont plus de 50 ans que c'est la procédure normale et c'est en vue en fait de préserver leur santé. Un commentaire, docteur? En fait, nous, en tout cas, nous, en gériatrie, c'est des choses qu'on fait très, très souvent. Le toucher rectal, on le fait très souvent pour d'autres étiologies, pour chercher autre chose. Mais il faut dire que c'est vrai que c'est un geste qui est parfois un peu intime, qui peut brusquer la sensibilité de certaines personnes. Mais généralement, en consultation, lorsqu'on explique bien au patient la raison pour laquelle on veut le faire, il comprend. Voilà, il faut juste avoir le tact et la diplomatie qu'il faut pour ça, mais je pense moi en tout cas, j'ai jamais eu de patient qui a refusé catégoriquement de faire un toucher rectal parce que ils viennent déjà pour demander une solution à leur problème et lorsqu'on leur dit que ça passe par là, ils comprennent et ils acceptent. Ok, c'est rassurant. Ouais. Alors, le diagnostic est fait, malheureusement. On apprend en fait que le papa, il est atteint en fait du cancer de la prostate. Comment se fait la gestion au quotidien? Bon, la gestion, quand tu as le cancer, d'abord, c'est informer. Et souvent, quand les sujets âgés qui viennent seuls, nous, quand on regarde la situation, on demande d'appeler quelqu'un de la famille au cas d'eux, on puisse vous expliquer la situation d'abord. Avoir le cancer, ce n'est pas une fatalité pour le cancer de la prostate. On vous explique maintenant, et quand on a fait les gens, il faut savoir maintenant dans quelle situation vous vous trouvez.
Donc, il y a d'autres examens qu'il faut faire maintenant pour voir est-ce que le cancer est localisé à la prostate, ça a légèrement dépassé la prostate ou ça a touché d'autres organes. Donc, en fonction de ça, le traitement aussi diffère. Voilà. Donc, c'est après le diagnostic, il faut d'abord voir la situation de la maladie. Voilà. Docteur Sylvain? Oui. Alors, comme il a dit, lorsqu'on a l'information comme quoi le patient il a atteint du cancer de la prostate, c'est toujours bien de faire ce qu'on appelle un peu le counseling. C'est-à-dire, on va essayer d'encadrer le patient, qu'il soit déjà entouré par ses proches avant de lui annoncer le diagnostic, parce que c'est quelque chose qui est parfois dur à porter. Le simple fait de prononcer le mot cancer de la prostate, ça peut désarçonner la plupart des patients. Donc, on sait aussi que, par exemple, quelqu'un qui est hyper stressé, quelqu'un qui a peur, ça augmente même le risque d'aggraver son cancer. Donc, il ne faut surtout pas annoncer le cancer de la prostate comme si on disait à quelqu'un qui l'a le palu. Donc, on encadre tout ça. Et lorsque c'est fait, nous, en gériatrie, on fait ce qu'on appelle une évaluation gériatrique pour pouvoir classer le patient, pour voir quel est son niveau de résistance, par exemple, au traitement. Parce que le traitement, il risque d'être lourd. Est-ce que la personne âgée pourra le supporter? S'il ne peut pas le supporter, est-ce qu'on peut essayer de le remettre sur pied avant de commencer le traitement? Ou est-ce que on discute avec les urologues pour dire, bon, on va essayer de plutôt privilégier telle approche ou l'autre approche, mais on le fait de manière pluridisciplinaire. C'est-à-dire que nous, gériatres, on va toujours se rapprocher des urologues pour voir qu'est-ce qu'on fait dans l'intérêt du patient. C'est toujours une prise en charge avec les autres spécialistes. Justement, comment se fait la prise en charge? Oui, bon, la prise en charge, bien sûr, c'est en fonction de la localisation de la prostate. Donc, quand c'est localisé, un cancer de la prostate qui est localisé, il a soulevé un problème. Il y a la maladie et puis il y a le malade. Le malade, il y a une évaluation gériatrique qu'il faut voir. Est-ce que le traitement, parce que quand c'est localisé, il y a un traitement où on peut faire soit la chirurgie, soit la radiothérapie. Et ce traitement, quand on le fait, on doit le faire, il faut tenir compte de ces paramètres. Quand on dit le malade, il y a une évaluation, il faut voir, est-ce que dans ses tares, ce qu'il a comme antécédent, est-ce que l'intervention qu'on va lui faire, est-ce que ça sera bénéfique pour lui ou pas? On évalue tous ces paramètres avant de commencer le traitement. Quand c'est localement avancé, c'est toujours plus ou moins le même principe. Le traitement curateur, c'est chirurgical ou plus, en ce moment, c'est la radiothérapie. Mais en ce moment, il faut, comme ça a un peu dépassé la prostate, on fait un traitement d'abord qui est localisé à la prostate. Ce qui est dépassé à la prostate, il faut compléter par des médicaments. Donc, pour freiner l'évolution de cette maladie. Et maintenant, dans la situation où le cancer a complètement dépassé les organes, ça a touché d'autres organes très très loin de la prostate, en ce moment, on ne peut plus dire le traitement curateur, c'est-à-dire on ne peut pas aller enlever la prostate pour dire que tu as traité le malade. En ce moment, ça ne sert plus. Il faut faire des traitements maintenant pour freiner l'évolution de la maladie. Donc, on donne également des médicaments pour freiner l'évolution de la maladie. Et la prise en charge, c'est maladie et malade. Si on regarde un cancer de la prostate, c'est un sujet qui a 95 ans, c'est pas la même chose que c'est un sujet qui a 50 ans. Voilà. Même si c'est localisé, la prise en charge diffère complètement. Voilà. Alors, pour le traitement, vous avez parlé de la chirurgie. Oui. Et quoi d'autre encore? Radiothérapie. Oui. Il y a l'hormonothérapie. Alors, en termes simples, docteur, oui. Pour ceux qui nous regardent. Pour la chirurgie, ça consiste à faire quoi? Ça consiste, comme la maladie est dans la prostate, c'est localisé, on peut tout simplement, on enlève toute la prostate. C'est ça la chirurgie. La radiothérapie, ça c'est un traitement, maintenant ça fait quelque temps que c'est au Burkina maintenant, c'est disponible. Ça consiste à aller irradier les cellules cancéreuses pour détruire ces cellules-là. C'est le même principe que la chirurgie. Seulement on ne vient pas pour ouvrir, pour enlever. Ça détruit les cellules cancéreuses, ça part, donc ça c'est la radiothérapie. Maintenant pour le traitement où on donne les hormones, hormonothérapie là, ça c'est un traitement plutôt, c'est des médicaments qu'on donne, soit par voie injectable ou des comprimés qu'on avale. Donc, ces produits peuvent se faire quand le cancer est avancé. Voilà. Donc, essentiellement, c'est les traitements qu'on a par rapport à la prise en charge du cancer de la prostate. Maintenant, il y a des situations où, un peu, quand c'est avancé, ou même localisé, on a enlevé la prostate, le cancer, quand vous suivez, parce que quand vous faites le traitement, il y a des éléments de surveillance, bien sûr. C'est qu'on a parlé au départ, le PSA total, c'est ça qui nous permet de surveiller le malade. Et à un moment, le PSA qui descend, qu'on a pu stabiliser, ça peut commencer à remonter. Donc, en ce moment, on dit que le malade résiste à la castration. Donc, en ce moment, il y a d'autres paliers de traitement qui interviennent. Voilà. Il y a toujours des médicaments et souvent, on parle de la chimiothérapie également.
Mais ça n'intervient en première position dans le cancer de la prostate. Docteur Bourema, alors une question. Après avoir enlevé la prostate, est-ce que le patient, plus tard, peut avoir un enfant? Bon, c'est vrai que c'est après 50 ans, mais est-ce que c'est possible? Ah, ok. Bon, en fait, quand on enlève la prostate, comme on a dit, le risque là, c'est l'érection, de ne plus faire les rapports sexuels après. Pour faire un enfant, vous savez que les spermatozoïdes, c'est au niveau des testicules que c'est fabriqué. La personne peut avoir des enfants, mais pas de façon naturelle. Ce n'est pas à travers les rapports sexuels qu'il aura des enfants. Voilà, en ce moment, c'est l'insémination artificielle qu'on fera pour qu'il puisse avoir des enfants. Qui consiste à quoi? On va aller prélever le spermatozoïde au niveau testiculaire chez le patient et aller mettre ça chez la femme. Pour qu'elle ait fait fécondation et puis la grossesse va évoluer de façon naturelle. Okay. En tout cas, c'est une réponse rassurante pour ceux qui sont intéressés après 50 ans à vouloir plus d'enfants encore, n'est-ce pas? Tout à fait, parce que vous savez que l'homme n'a pas d'âge limite pour pouvoir procréer. Donc, il y a certaines personnes, même à 70 ans, qui pourraient avoir un désir d'avoir un enfant. Il faudrait qu'ils puissent le réaliser si la science le permet. Et heureusement, c'est possible. Merci pour ces éclaircissements, en tout cas. Vous intervenez, les gériatres, au niveau de l'évaluation. Quel autre rôle jouez-vous dans la prise en charge du malade? Alors, l'autre rôle aussi dans la prise en charge du patient gériatrique, c'est que, ayant l'habitude de la personne âgée, parfois on est amené à moduler parfois le traitement. Il y a certains traitements, on se rend compte que, par exemple, telle hormone réagit bien chez telle personne ou tel type de radiothérapie peut passer chez la personne âgée. Ou lorsqu'on parle, par exemple, de chirurgie, c'est un geste lourd. Parfois, il faut préparer le patient avant qu'il puisse être pris en bloc opératoire pour pouvoir faire cette chirurgie-là. Donc, nous, on essaie un peu de préparer le patient pour qu'il puisse subir toutes ces interventions-là. Parfois, on va moduler les interventions. On va peut-être dire à nos collègues urologues tel type d'approche risque d'être un peu délétère pour le patient parce qu'il est trop fragile, il faudrait peut-être changer. Et notre rôle ne s'arrête pas là. Lorsque tout ça s'est mis en place, nous, on aura toujours un rôle d'accompagnement. Parce qu'il va falloir maintenir le patient, il va falloir le rééduquer, il va falloir prendre en charge tous les effets secondaires. Parce que la personne âgée, malheureusement, elle n'a pas que le cancer de la prostate comme problème. Ça sera peut-être une personne qui a un diabète à côté, qui a des problèmes d'arthrose à côté, des problèmes de tension, des problèmes respiratoires. Il faut savoir que le traitement que l'on va mettre sur le cancer va jouer aussi sur ces pathologies-là. Le cancer lui-même va jouer aussi sur ces pathologies. Donc nous, on sera là aussi pour essayer de recadrer un peu, reprendre un peu en charge toutes ces pathologies qui vont essayer d'aggraver la situation. Donc on va vraiment encadrer la prise en charge. Merci. Alors, est-ce que détecté à temps, on en guérit une fois pour toutes? Oui. Quand c'est localisé, une bonne prise en charge avec le cancer de la prostate, on en guérit sans problème. Oui. Vous avez parlé aussi de l'ablation de la prostate. Est-ce qu'après cet acte, sexuellement, on est toujours actif? Ah, ça, on n'a pas voulu parler des effets secondaires. Parce qu'il paraîtrait que beaucoup refusent justement en fait qu'on les soigne parce qu'ils se disent qu'après l'acte, ils ne seront plus efficaces. Oui, mais souvent si tu le laisses aussi, tu l'auras, mais tu ne pourras pas l'utiliser. Hein. C'est ça aussi. Voilà. Donc, ça dit que quand on part pour la chirurgie, pour opérer, on ne cherche pas à savoir si tu auras une érection ou pas. On cherche à te guérir. C'est ça. Alors que les nerfs qui contrôlent l'érection, les bandelles passent à côté de la prostate. Donc, quand on part pour opérer, on enlève tout. Donc, après l'intervention, on explique le malade avant. Parce qu'il y a certaines choses, il faut l'expliquer avant. On donne l'information. Il y a 2 conséquences liées à cette intervention. Il y a le fait que tu ne pourras plus avoir d'érection. Mais c'est un malade, il y a des traitements. La première conséquence. La deuxième, souvent, il peut exister des fuites d'urine. Voilà les 2 conséquences quand on part pour opérer la prostate. Que ce soit la chirurgie, même la radiothérapie, ça existe toujours. Voilà, donc on explique au patient d'abord. S'il accepte, il n'y a pas. Mais s'il refuse, on ne peut pas l'obliger. On lui propose d'autres solutions alternatives. Bon, en attendant que la maladie évolue. Oui. Docteur Sylvain. Malheureusement, c'est le dilemme que l'on a dans ce type de pathologie-là où on n'a pas le choix. Voilà. Maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que
il y a toujours des béquilles qu'on peut donner aux patients après l'intervention. Il ne faut pas dire aux patients, dès qu'on vous enlève la prostate, c'est fini, il n'y a plus rien du tout. Il y a toujours quand même des béquilles qu'on peut mettre en place. Et en ce moment-là, Et quelles sont ces béquilles-là? Alors, ces béquilles-là, on sait que, étant donné que le nerf, il est touché, c'est difficile, quel que soit ce qu'on va mettre comme médicament, en fait, pour que la réponse revienne. C'est compliqué. Mais il y a des objets qui permettent de créer une érection artificielle. Donc, c'est un appareil que l'on met à la base du pénis. On crée un vide autour du pénis qui va forcer le pénis à gonfler pour avoir une érection complète. On retire l'appareil et la personne est en érection. Donc ça, c'est par exemple des alternatives qu'on peut présenter aux patients. Et s'il est bien présenté, ça permet d'avoir quand même une vie sexuelle assez remplie. Donc il faudrait pas que la hantise de perdre son érection fasse dire au patient non, je vais pas me faire opérer ou je préfère attendre. C'est vraiment le danger qu'il ne faut pas faire. Parce qu'en attendant, on part sur une pathologie qui ne pourra plus être guérie. Alors que lorsque c'est localisé, là on en guérit. Pourtant, on a la solution de rester en vie. Voilà. Le choix entre avoir une bonne vie et avoir un confort. Parce que l'aéroport, c'est juste le confort. C'est ça. Voilà. Bon, il y a bien sûr le traitement. Il y a des traitements qu'on propose, mais souvent ici, c'est un peu difficile. Un peu difficile parce que le coût c'est souvent pas disponible dans les pharmacies. Et quand c'est disponible, c'est quand même cher pour le patient. Pour nos patients en général, qui fait qu'on n'ose même pas. Souvent, on en parle avec eux, mais ils ne peuvent pas supporter ces coûts. Ils ne peuvent pas. Il y a des patients qu'on a, nous, je sais que dans notre cohorte qui ont des cancers localisés, je pense qu'on en a opéré autour de 54, 58, notre cohorte là. Sur les 58, il y a 10 qui n'ont pas de problème d'érection. Tout le reste là ont des problèmes d'érection. Voilà. Et sur ceux qui ont des problèmes d'érection, il n'y a que 4 qui ont pu payer le traitement qu'il faut. C'est une bonne information aussi à donner aux téléspectateurs. Qui ont pu payer le traitement qu'il faut. Donc, ça fait que quand vous regardez, on explique tout ce qu'il y a comme arsenal, la prise en charge et les coûts avant de l'opérer. Et le courant de tout, voilà la durée du traitement, ça peut aller de 1 à 18 mois. On l'explique tout. Maintenant, sur certains patients dans la littérature, bien sûr, même en dehors de tout traitement, l'érection peut revenir 2 ans après. Ah, c'est une bonne nouvelle, docteur. Voilà, c'est un patient. D'accord. Voilà. Et comment vous expliquez cela? Non, c'est de façon l'organisme. De façon physiologique, les nerfs commencent à pousser normalement. Okay. Voilà. Vous avez pensé à ça, docteur Sylvain? Non, je ne connaissais pas ça. Les nerfs se remettent en place et l'érection revient. D'accord. Voilà. Mais c'est rare que ça survienne. Donc, on ne veut pas donner de l'espoir aux patients. Après, c'est toi qui vas t'embêter matin, midi, soir. Hein. Tu as dit que si tu m'opères, il n'y aura pas de problème. Voilà, maintenant, alors que je viens de prendre une deuxième femme. Alors là, ça, c'est des réalités. Hein, oui, c'est des réalités. Ça, c'est ce que je vous parle. Le malade vient, on l'explique, il est d'accord pour l'intervention, il comprend tout. Et pendant les contrôles qui viennent, 6 mois après, il vient, il vous pose la question que lui, il a un problème parce qu'il a pris une deuxième femme. Et jusqu'à présent, il n'a pas d'élection. Bon, tu te demandes si c'est la même personne ou pas. Comme il y a la santé maintenant, maintenant, c'est le confort de vie qu'il faut améliorer. Que dire à cette personne, docteur Sylvain? C'est vraiment de la sensibilisation. Hein. On ne peut pas faire autrement parce que, entre guillemets, le mal est fait. Il faut juste, comme j'ai dit, essayer de chercher des béquilles pour accompagner la personne. Voilà. Okay, merci. Docteur Ouedraogo Bourema a tantôt parlé aussi de fuites urinaires. Oui. Comment on gère ces fuites-là après l'opération? Oui. Ici, ce qu'on fait, quand il y a les fuites, on fait des séances de rééducation. Voilà. Donc, et la plupart, sur ce plan, la plupart de nos patients, quand même, après 4-5 mois, je pense que sur la cohorte là, après les séances de rééducation, ça se normalise. Ouais. D'accord. Oui. Et quelles sont les complications qu'on peut avoir, malheureusement, après une opération et tout? Bon, les complications, c'est des complications classiques liées à l'intervention. D'abord, c'est une intervention qui est très lourde. Parce qu'aller enlever toute la prostate, ce n'est pas une intervention banale qu'il faut aller. Donc, en pair-up maintenant, pendant que vous pouvez perdre le malade par le saignement. Voilà, quand vous n'arrivez pas à contrôler bien l'hémostase en ce moment, vous pouvez perdre le patient. Ça, c'est en pair-up. En post-opératoire,
Et c'est des complications liées à toute intervention en ce moment. Donc, on a le risque d'embolie, c'est-à-dire que l'embolie pulmonaire. C'est essentiellement ça que nous redoutons. Et il y a toujours les saignements le malade peut, en post-opératoire, qui continue à saigner. Voilà. Il y a le saignement aussi qui fait partie de ces complications. Et les complications liées au décubitus, quelqu'un qui a couché, un sujet âgé, qui a couché, au niveau pulmonaire, on peut avoir des complications à ce niveau. Et au niveau de la plaie opératoire, puisqu'on l'a opéré, il peut y avoir des complications liées à la plaie qui s'infecte essentiellement. Ça se passe sous anesthésie locale ou générale? Non, pas locale. Local, ça veut dire que c'est là où tu veux inciser seulement que tu mets. Oui. D'accord. On fait les deux, locaux-régional. Ça veut dire qu'on n'endort pas complètement le malade. Vous pouvez causer ensemble en l'opérant. Parce que au départ, pour l'opérer, on faisait peut-être 5 à 5 heures de temps, 6 heures de temps. Et maintenant, en 2h30, 3h30, on a fini. Donc, les anesthésistes, 2h, 3h, ils ne se fatiguent plus pour l'endormir, pour faire l'endormir complètement. On fait une anesthésie, on anesthésie juste la partie, là où on veut opérer, la partie inférieure, et puis on l'opère, il n'y a pas de problème. Alors, quel est le rôle que doivent jouer en fait les proches du malade? Parce que c'est des gens qu'il ne faut pas négliger. Tout à fait. Oui. C'est ce qu'on appelle les accompagnants de malades classiquement, ou les aidants proches. Ils ont le rôle de soutenir le patient. Parce que c'est la période où la personne âgée, elle est la plus fragile de son existence. Donc, sur le plan physique, elle sera diminuée, mais parfois, ce qu'on oublie aussi, c'est que sur le plan mental, psychologique, la personne est très affectée. C'est une pathologie qui touche directement sa masculinité, sa personnalité. Donc, elle se trouve vraiment de manière terre à terre, complètement à plat. Donc, l'entourage devrait être là pour justement l'accompagner, l'encourager, pour le rebooster, pour lui redonner aussi de l'estime. Parce que avoir un cancer, c'est vraiment une bataille pour le patient, mais c'est aussi une bataille pour son entourage, qui doit toujours être là pour veiller, pour que lorsque lui il tombe, il soit là pour le remonter. Et c'est une période qui est vraiment difficile aussi pour les accompagnants. Parfois même, dans certains centres, on met en place des cellules d'accompagnement et d'écoute psychologique qui va s'occuper non seulement du patient, mais aussi des parents. Parce qu'eux aussi, ils ont parfois besoin de venir exprimer leurs craintes. Est-ce qu'il va mourir? Est-ce qu'il va souffrir? Etc. C'est des craintes qu'il faut aussi écouter et apporter une prise en charge adéquate. Oui. Docteur? Oui, c'est ce qu'il a dit. Hein. Moi, je vais plus insister sur la femme d'abord. Ouais, je vais insister sur la femme parce que quand c'est localisé, on va l'opérer. Les conséquences liées à l'érection après, donc il faut gérer deux problèmes en ce moment. Parce qu'il n'y aura plus de rapport sexuel et il y a le cancer qu'on a plus ou moins construit, qu'on doit suivre. Donc la femme a en ce moment deux situations à gérer. Elle vit la même situation que le mari. Voilà. Donc c'est la femme, et quand c'est surtout le problème qu'on a souvent, c'est quand c'est avancé. En ce moment, on dit au patient, souvent la femme vient, qu'on ne peut pas te guérir, mais on peut freiner l'évolution. Mais en voulant freiner l'évolution de ta maladie, on va bloquer l'érection. C'est en ce moment que souvent on a des difficultés. Ouais. Aussi bien que du côté du patient que du côté de la femme. Il y a des moments où la femme sur place, elle te répond, elle dit non. Ouais. Et dit, de toute façon, on vous a expliqué, il faut aller discuter avec vous en famille, calmement, reposer, vous revenez nous donner la réponse. Voilà. En fonction de ce que vous allez dire, c'est ce que nous, on va faire. Ouais. Donc, le cancer de la prostate, c'est un cancer masculin, mais la femme, le poids, c'est surtout sur la femme après. Ouais. Alors, est-ce qu'il existe un programme national de prise en charge du cancer de la prostate? Oui. À ma connaissance, non. Non. Merci beaucoup d'avoir... Non, c'est important cette question parce qu'on voit des sensibilisations sur la prise en charge du cancer du sein, il y a des subventions, col de l'utérus, il y a des subventions, mais du côté de la prostate, je suis désolé, c'est zéro. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien du tout. Alors que
je pense qu'on gagne à réfléchir aussi à intégrer ça dans les programmes de prise en charge, ajouter le cancer de la prostate. Bon, pour la radiothérapie, pour le moment, c'est très bien parce que le malade ne paye pas. Voilà, ça, c'est très bien. Bon, pour le moment, on ne sait pas comment ça va se passer d'ici quelques temps. Voilà. Mais inclure les médicaments parce que le traitement coûte extrêmement cher. Même si c'est la chirurgie simple, chez nous, au CHU de Tenganou, on le fait. Mais quand tu regardes l'ordonnance, après, quand le malade, la facture, là, c'est quand même salé. Oui. N'en parlons pas dans le privé, c'est le double ou le triple même de la somme. Voilà. Ça, c'est le côté chirurgical. Mais les médicaments même coûtent extrêmement cher. On a parlé des hormonothérapies pour freiner l'évolution de la maladie. Une injection par mois, ce n'est pas permis au Burkinabé moyen quand même de supporter ça. Parce qu'il va le prendre peut-être pendant 1-2 ans. Et chaque année, chaque mois, il faut payer l'injection plus les comprimés. C'est lourd. Je pense que là, il faut quand même qu'on essaie de subventionner ces produits. Ça sera plus intéressant pour nos patients. Oui. Doit-on comprendre que pour mon oncle qui est au village, si on détecte un cancer de la prostate, il faut juste l'accompagner et attendre le dernier jour? Malheureusement, c'est la réalité pour beaucoup de Burkinabés. De devoir, dans certaines situations, passer directement au palliatif sans même essayer de traiter le patient, malheureusement. Vous savez, le parcours, quand tu as le cancer de la prostate, après le PSA, quand on pose les diagnostics, pour évaluer la situation, pour te classer, c'est que tu vas dépenser déjà, c'est énorme. L'imagerie. On n'a même pas atteint le traitement. Donc, si tu as quelqu'un qui est au village, c'est pas possible. Hein. C'est pas possible. C'est dommage, mais bon, c'est la réalité des choses. Hein. On va profiter de lancer un appel pour vraiment demander à ce qu'il y ait des subventions par rapport au traitement. Il y a des subventions ou sous nos hôpitaux publics aussi arrivent à avoir certains examens d'imagerie. Déjà, le coût, peut-être ça va, je dis peut-être ça va amoindrir le coût, c'est pas évident, parce que et le gouvernement quand même doit faire un effort sur ce plan pour la prise en charge, pas le cancer, des pathologies cancéreuses en général, quoi. Voilà, parce que la prise en charge n'est pas facile. Ouais, essentiellement ça. Alors, parlons à présent de la prévention. Est-ce qu'on peut prévenir le cancer de la prostate? Prévenir. Ah là, c'est pas ça, c'est trop dit. Ah non, prévenir, on peut dépister ça tôt, mais prévenir, bon, je sais qu'il y en a il y a des facteurs. On conseille l'alimentation comme tout cancer. Hein. Avoir une bonne alimentation, ça réduit le risque de développer le cancer. Un cancer, c'est la même chose au niveau de la prostate. Bon, en dehors de la prostate, pour le moment, on parle au niveau de l'activité. Je ne parle pas d'activité sexuelle au nom de nombre d'éjaculation. Un homme qui éjacule beaucoup a tendance à faire moins de cancer de la prostate que celui qui n'éjacule pas du tout. Voilà. Donc, j'ai dit éjaculation, je n'ai pas dit de faire des rapports sexuels. Nombre d'éjaculation. Soyez plus précis, docteur. J'ai dit nombre d'éjaculation, il faut que ce soit clair. J'ai dit, les études ont fait, si tu éjacules, on peut dormir et puis on éjacule. Hein. On peut dormir pendant que tu as fait une éjaculation. Mais tu n'as pas fait de rapport sexuel. Voilà. C'est ce qu'on appelle les nuits. Il y a une expression pour ça? Voilà, il y a une expression. Je pense que c'est la pollution nocturne. Oui, mais ça c'est médical, mais je pense que c'est l'autre qu'on utilise. Voilà. Donc, c'est en rapport avec le nombre d'éjaculations que tu as. Éjaculation n'est pas égale à rapport sexuel. Okay. Voilà, parce que quand tu dis ça après, bon, l'interprétation va dans tous les sens. Voilà. Donc, est-ce que tous les hommes sont susceptibles de faire le cancer de la prostate? Ah oui. Tout homme qui a une prostate qui évolue de façon physiologique est un sujet à risque pour développer un cancer de la prostate. D'où l'importance de venir pour des dépistages voilà, dans les centres de santé. À partir de 50 ans? Ah non, chez nous au Burkina, nous on conseille 45 ans, pas 50 ans. Oui, parce qu'en dehors de ces facteurs, il y a bien sûr notre âge, il y a la peau, nous sommes des sujets de race noire, donc ça fait qu'il y a 2 facteurs de risque.
Et pour inciter les gens à venir tôt aussi, que ça soit une habitude chez eux, voilà, on préfère conseiller à 45 ans pour le suivi. C'est le PSA et le toucher rectal que vous venez chaque année. Une fois par an? Oui. D'accord. Chaque année. Ok. Oui. Des compléments, docteur? Oui, parce que nous, en gériatrie, on a un volet que j'aime bien qui est la prévention du vieillissement. Et dans la prévention du vieillissement, justement, on met en place, si vous voulez, tout le terreau pour que la personne se sente très bien, mais aussi évite la plupart des pathologies type maladie chronique et également les cancers. Donc, comme il a dit, déjà, les premiers conseils à donner, c'est une vie saine, mais bon, on dira une vie saine, c'est quoi? Donc, déjà, ça va passer par l'alimentation. Il faudra que l'alimentation soit saine déjà, épurée de tout ce qui est toxique à l'intérieur. L'activité physique, bien sûr, sera un complément. Et il y a une approche aussi que l'on a en médecine anti-âge qu'on appelle l'hormonothérapie. C'est à savoir la supplémentation en équivalent de testostérone. Parce qu'on sait que l'hormone mâle, par définition, c'est la testostérone. Et on s'est rendu compte qu'en vieillissant, justement, le taux de testostérone commence à baisser. Et lorsqu'on réussit à corriger justement ce taux de testostérone en évitant que la molécule qu'on va mettre ne se transforme en une autre molécule qui, elle, favorise le cancer de la prostate, on réussit justement à protéger justement une grande partie de la population en cancer de la prostate. Donc ça aussi, c'est une approche, mais très peu connue. Même dans les pays développés, c'est quelque chose qui commence à s'installer. Donc au Burkina Faso, c'est un peu difficile à avoir comme prise en charge, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui existe, qu'on peut mettre en place. Est-ce qu'on peut dire que pour quelqu'un qui vient d'être opéré, donc qui a la prostate qui n'existe plus, c'est ça? Est-ce que la personne est capable d'avoir une vie bien remplie? Bon, ça dépend de ce qu'on met dans vie bien remplie. Est-ce qu'il peut s'épanouir parce que voilà, on a de l'expérience qu'on a, de ce qu'on a comme cohorte au Burkina, je pense que ça fait recul de 6 ans. Je pense quand même que ça va. Hein. Les malades, psychologiquement, après, avec le temps, ils finissent par s'adapter. Quand ils viennent nous voir, souvent même on oublie même que c'est eux qu'on a opéré. Bon, l'ambiance est cool. Ils envoient même leurs amis pour des dépistages. Super. Ah oui, c'est surtout ça. Beaucoup recommandent d'aller faire le dépistage parce qu'ils ont compris qu'on pouvait guérir de ça quand c'est de façon précoce qu'on fait le diagnostic. Donc, dans l'ensemble, ça va. Quand on dit dans l'ensemble, je vais mettre 80%. Okay. Les 20% restants, le problème, c'est l'érection. C'est ça. Et tu sais que le monde est dirigé par deux choses. C'est ça et puis l'argent. Donc, si il n'arrive plus à faire les rapports, je me rappelle chaque matin, il faut qu'il m'appelle. Ah oui, que lui, il avait compris l'explication, mais il ne savait pas que ça allait être comme cela. Et qu'est-ce que vous répondez? Parce que c'est ça, en fait, le but de l'émission aussi. Oui, comment arriver à rassurer cette catégorie de personnes-là? Il y a des traitements. Parce qu'il faut vivre avec. C'est vrai, vous avez proposé les béquilles et tout. Mais voilà, comment arriver à les intéresser autrement? Il y a des traitements qu'on prescrit. Et lui-même, il a presque même tous les numéros des pharmaciens qui ont le produit au Burkina actuellement. Quand ça manque, il t'appelle en même temps. Ah ouais, il faut que tu trouves une solution parce que depuis que lui prend le médicament, il n'a plus de problème, donc il ne t'appelle plus. Depuis que le médicament, il paraît que les formations, ça n'existe pas, il n'y en a pas, c'est en rupture, voilà. Parce que lui, il a 2 femmes ou 3 femmes à la maison. Est-ce que c'est pas un peu psychologique aussi? Voilà. Parce que quand il n'a plus de médicaments, il se permet de vous appeler, docteur? Ah oui. Mais la prise en charge, quand vous prenez en charge un patient qui a le cancer, c'est pas de façon, c'est pas comme les autres cancers, hein. C'est pas comme les autres pathologies plutôt. Voilà. Et souvent, le numéro personnel, tu es obligé de remettre ça au malade. Ça, il y a pas de. Tu peux t'appeler à tout moment. Et d'autant plus que tu l'as opéré. Et tu connais que l'intervention a deux conséquences. Si toi, tu ne te mets pas à disposition du malade, ça peut créer d'autres problèmes sur le plan psychologique. Voilà. Le fait même de t'appeler, tu le rassures que non, il dit tu connais un pharmacien qui a dit que dans la semaine, ça va venir. Il est tranquille. Voilà. Il dit dans ce moment, demain, il va aller au travail sans problème. Wow.
Réaction, docteur Sylvain? Non, mais malheureusement, c'est des situations qui existent parce que, comme je l'ai dit, l'homme se définit un peu par ce côté-là, c'est sa masculinité. Donc, dès que tout va bien, il n'y a pas de pathologie, il mange bien, la suite logique, ça sera forcément les rapports sexuels. Et si à ce niveau-là, ça coince, c'est comme si, en guillemets, sa vie n'avait plus trop de sens. C'est pour ça que chez certaines personnes, ils n'arrivent pas à passer le cap. Nous, en gériatrie, on a deux types de populations. On a les personnes qui sont vraiment très âgées, chez qui le désir sexuel est nettement diminué. Parfois, c'est plus ou moins même une solution qui les rassure, qui les arrange tous les deux. Dans ce type de population, il n'y a pas de problème parce que la sexualité persiste, mais la sexualité, elle est différente. Parce que les personnes âgées, ils ont une sexualité, mais qui n'est pas pareille que celle des personnes beaucoup plus jeunes. Le gros souci, c'est lorsque on a des personnes qui sont dites âgées, mais qui sont quand même un peu jeunes. Parce que 60 ans, 70 ans, pour nous en gériatrie, c'est des personnes âgées, mais ils sont quand même un peu jeunes. Et là, ils ont envie encore de profiter de la vie. Là, c'est compliqué. Il faut être un fin psychologue pour pouvoir les accompagner. Est-ce qu'on peut leur conseiller aussi de faire le sport? Tout à fait. Quel genre de sport? Activité? On peut conseiller dans ce cas. Ça peut être la marche seulement, hein. C'est pas... oui, s'ils ne peuvent pas, tu peux dire faire. Ils sortent. Moi, c'est que je conseille d'habitude. Le quartier, tu sors le matin, tu fais le tour de ton quartier. Au lieu de... Même si tu veux aller quelque part, un ami qui est à côté, au lieu de prendre ta voiture ou ta moto, il faut le faire à pied. Voilà, c'est vrai qu'au Burkina, ici, quand on voit quelqu'un marcher, ça fait un peu bizarre, mais bon, je conseille ça aux malades. Voilà, ça fait déjà du bien. La marche, c'est le sport. Voilà. Donc, ceux qui peuvent aussi peuvent essayer de faire du footing s'ils veulent. Voilà, mais moi, d'habitude, uniquement, je conseille de faire le tour de marché, simplement, quoi. Parce que comme activité physique, en tout cas, nous, qu'on peut proposer chez les personnes âgées, en fait, on dit toujours de faire une activité physique qui est adaptée à la personne. Si ses capacités ne le permettent pas de courir, qu'elle marche, c'est déjà bien. Et ça, la plupart des personnes peuvent le faire. Ceux qui peuvent faire plus, c'est encore mieux parce que ça va améliorer tout ce qui est cardiovasculaire, circulation. Et on sait que l'érection, c'est de la circulation sanguine. Donc, ça va aider à ce niveau-là. Et peut-être une astuce qu'on peut rajouter, c'est de faire des exercices de musculation du périnée. La base, le périnée, c'est la zone qui se situe entre les jambes. Lorsqu'on arrive à la contracter, à la muscler en fait, c'est une zone, lorsqu'on est en érection, lorsqu'on réussit à muscler cette zone-là suffisamment, la contraction améliore l'érection. Donc ça aussi, c'est des béquilles qu'on peut donner. Mais franchement, les béquilles, il y en a plein et à la limite, il faudrait venir en consultation pour qu'on vous étale toute la liste, mais c'est des choses qui peuvent aider. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on retient d'essentiel, docteur Bourema? On retient dans la prise en charge du cancer de la prostate. Et souvent, le choix des patients sont plus guidés par les conséquences de la prise en charge que par la guérison ou bien la prise en charge de la maladie. Voilà. Parce que il y a des malades, malheureusement, puisque souvent, quand le cancer est avancé, si tu n'as pas les moyens, on peut faire une intervention, c'est une castration qu'on fait. Il y a des patients automatiquement qui refusent. Parce que si on te fait ça, tu n'es plus un homme, il n'y a plus de raison de vivre. Donc, ils préfèrent mourir avec leur cancer que de ne plus avoir une érection. C'est ça qui fait l'homme, à vrai dire. Voilà. Donc, c'est essentiellement ça. Mais ce que je peux dire par rapport aux patients, quand ils sont sensibilisés, ils sont informés, on a moins de problèmes. Oui, on a moins de problèmes. Et il faut aussi être disponible à l'écoute. Après, si tu les as opérés, il faut être quand même disponible à l'écoute des patients. Voilà. Donc, c'est essentiellement pour la prise en charge du cancer de la prostate. Voilà, essentiellement, ces paramètres-là qu'on peut plus ou moins résumer, quoi. Voilà. Et quel message avez-vous à livrer à l'endroit des plus jeunes? Oui, et ce que nous faisons d'ailleurs, c'est pas qu'on sensibilise même par exemple, si on dit qu'il y a le cancer de la prostate familiale, donc si un patient a un cancer de la prostate, sa famille, tous ceux qui sont autour, c'est-à-dire ses enfants ou ses frères, on les sensibilise. Hein. Okay. Voilà, il faut la sensibilisation pour que, bien sûr, à partir de 45 ans, qu'ils commencent à faire le dépistage. Et souvent, même quand le malade est à l'hôpital,
Il y a des frères même qui viennent pour le dépistage. On donne les examens pour qu'ils fassent. Pendant qu'il est hospitalisé, même souvent, on le fait sans problème. Maintenant, pour les plus jeunes, il n'y a pas les conseils, c'est une meilleure hygiène de vie. C'est essentiellement ça, hein. Il n'y a pas de secret. Le cancer, si ça doit venir, que de tout faire, parce que de respecter les consignes après 45 ans, au moins faire le dépistage chaque année, pour que, au cas où ça survenait, que ce soit à une période où c'est localisé, et qu'on puisse quand même te guérir de ton cancer. Essentiellement ça. Okay. Merci. Docteur Sylvain. Alors, moi, le conseil que j'aurais à donner à la population, c'est vraiment le dépistage. Plus on arrive tôt et moins il y a de conséquences. Voilà. Donc, vraiment, si on doit retenir quelque chose, c'est de dépister le plus tôt possible. Et comme il a dit, dès 45 ans, on est tous concernés. On a la peau noire, on espère tous vieillir. Donc, ça, c'est quelque chose qui va nous concerner tous. Il faudra tous passer par le dépistage. En plus, ça ne coûte pas grand-chose. On doit pouvoir permettre au plus grand nombre de faire le dépistage. Mais à ceux qui sont déjà atteints, de ne pas perdre espoir parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir et on peut toujours proposer soit de l'accompagnement, soit des traitements qui réussissent à donner une meilleure vie aux patients. Voilà. Merci. En tout cas, moi, c'est un grand merci de la part de tous les hommes qui suivent en ce moment l'émission et également pour les femmes aussi, parce que nous sommes appelés à vous accompagner, n'est-ce pas, docteur? Oui, en tout cas, bon, c'est de dire que nous sommes à votre disposition, que ce soit le docteur Bourema Ouedraogo, que vous pouvez retrouver au CHU de Tengango, notre gériatre, docteur Sylvain, qui est toujours là, qui répond présent à nos invitations. Voilà, c'est pour vous dire, chers téléspectateurs, que nous sommes là, en fait, pour prendre soin de vous en vous donnant l'information essentielle pour une meilleure santé. Comme il a dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. J'espère vous retrouver très vite avec un autre numéro de l'AFIA. D'ici là, prenez soin de vous. Allez vous faire détecter à temps à partir de 45 ans. N'est-ce pas, docteur? À partir de 45 ans. OK. En tout cas, à très vite et bonsoir chez vous.